Voilà, nous sommes en direct. Non, les personnes ne sont pas encore là. Ils vont pas tarder à se connecter. Ça a lancé là? Oui, c'est lancé. Ouais. Oh, on baisse le son des téléphones. Voilà, ça y est. Nos amis. Les gens qui me disent qu'ils sont connectés, me Ça perturbent. y est, là, c'est que nous avons une première vague de connexion qui arrive. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On va attendre que quelques instants. Il faut baisser le son, oui. On va attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Je vous rappelle qu'il vaut mieux, je préfère le dire maintenant, Claude, pour celles et ceux qui arrivent. Vous avez un chat sur votre droite qui vous permettra de communiquer avec nous et mettez-vous sur Google Chrome de préférence. Et on va attendre encore, voilà, Annie. Valérie. Ah non, mais Valérie, vous êtes trompée de lien, à mon avis. Pourquoi? Non, elle est Valérie est avec le lien comment dire, spectateur ou participant, spectateur, voilà. pas intervenant. Mais pas intervenant. Valérie, on va vous envoyer un autre lien. Ah zut, Voilà, c'est pas bien grave. Voilà, tout le monde se connecte, ça commence à venir. Voilà. Je pense que Claude, tu peux. Tu veux que on peut, c'est ouvert, ça y est, il y a du monde. Oui, bon, alors bienvenue à toutes et à tous qui êtes connectés. Bienvenue aussi à nos experts. Il nous manque une personne, mais elle est en train d'arriver. Et je repasse la parole 3 secondes à Frédéric pour une information technique. Ouais, juste pour dire, souhaiter la bienvenue. Merci aux intervenants d'être présents ce soir. Et juste pour celles et ceux qui n'arrivent pas à se connecter ou des problèmes de son ou d'image, merci de vous mettre sur Google Chrome en connexion filaire pour pouvoir bénéficier de la meilleure bande passante et d'une meilleure connexion. Claude, il faut baisser le son. Voilà. Et moi, je vais m'occuper de vos questions et des problèmes techniques. Bienvenue. Vas-y. Bien. C'est bon? Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Vous savez que le sujet de cette session, de ce webinaire, c'est l'exposome. Ce sera le sujet de clôture de l'année, mais en même temps, ce sera le sujet de préambule de l'année 2024 qui verra pour nous l'engagement dans la promotion de la prévention. Alors, nos experts sur la plateforme, chacun fera un petit signe de la main pour se faire reconnaître. Je vais commencer par Véronique Mondin. Véronique, donc bonjour. Voilà, Véronique, vous êtes praticien au CHU de Nice, au service des maladies infectieuses et tropicales, infectiologue transversal, dit-on, et responsable du centre de référence d'antibiothérapie, mais aussi vous êtes spécialiste d'une médecine intégrative et de la médecine environnementale. Bonjour Véronique. Bonjour Claude. Mélissa, vous êtes nutritionniste spécialisée en micronutrition, c'est-à-dire, si je me trompe, qu'il s'agit de la prise en charge de personnes qui utilisent les voies de la nutrition pour améliorer leurs problèmes de santé ou maintenir leur potentiel santé plus généralement. Bonjour Mélissa. Jean-Pierre Thierry, donc Jean-Pierre est là. Jean-Pierre est médecin de santé publique. Beaucoup le connaissent qui pratiquent cette plateforme parce qu'il est le conseiller médical de France Asso Santé, spécialiste des données de santé et qui assure pour nous une veille scientifique au plan international. Bonjour Jean-Pierre, je devrais d'ailleurs dire bonsoir parce que la nuit va tomber. Il y a aussi sur la plateforme Frédéric Zenouda qui est le pilote de ce webinaire. Il en assure le bon déroulement de A à Z. Il participera et il assure aussi la lecture de vos questions, le tri et il nous les transmettra en direct. Moi-même, je suis Claude Rambaud, vice-président de France Asso Santé et chargé du suivi et de l'animation de nos jeudis de France Asso Santé. Vous ne le verrez pas à l'écran, mais je le présente. Il est là, il est derrière l'écran. Gérard Raymond, qui est le président de France Asso Santé. Il nous salue, il nous surveille aussi, bien sûr. Il vient de mettre un petit mot, juste. Et il vous remercie pour votre participation et remercie nos experts. Vous ne la verrez pas davantage, elle s'appelle Natacha Ancry. Elle accompagne la réalisation de nos webinaires avec la société Leclef. Natacha, elle assure aussi une veille permanente tout au long de 7 heures et voilà, elle nous apporte un appui à la fois technique et de contenu. Je remercie aussi toute l'équipe de France Asso qui a œuvré à cette réalisation et notamment Stéphanie Pierre qui est chargée de mission prévention à France Asso Santé. Aujourd'hui, ce webinaire est un peu spécial parce que nous sommes soumis à une double tension.
vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Je pense que tout le monde ne viendra pas, mais vous êtes très nombreux. Et il y aura donc de nombreuses questions. Mais aussi, le sujet est polymorphe. Depuis les expositions qui peuvent être, que nous pouvons choisir nos expositions, mais aussi des expositions qui sont moins choisies, qui sont subies, ou bien qui sont invisibles. Et le sujet est donc énorme. Je ne ferai pas comme notre grand comédien bien célèbre, hein, mais c'est énorme. En même temps, c'est parfois terriblement pointu. Les expositions aux particules inorganiques, par exemple, si on voulait parler de la cellule cristalline, on est très pointu. Donc, vous voyez, le sujet est très vaste, vos questions vont être très nombreuses. Elles ne trouveront pas toutes une réponse dans le temps présent, mais elles seront toutes relues, revues, retravaillées pour en extraire des nouveaux sujets que nous vous proposerons l'année prochaine dans la continuité de celui-ci. Donc, de tout de suite, pour vous permettre de préparer vos questions, nous allons poser la première question à chacune et chacun de nos experts en une phrase. On va commencer par Véronique. Véronique, en une phrase, qu'avez-vous à nous dire sur l'exposome? Une ou deux phrases. Je vais peut-être commencer par la définition, comme ça tout le monde sera bien au clair. Donc l'exposome, c'est tout ce à quoi nous sommes exposés depuis que nous sommes dans le ventre de notre maman, donc à l'état de fœtus, jusqu'à notre mort. Donc bien évidemment, c'est comme vous l'avez dit, une infinité d'éléments. On va dire que c'est les expositions chimiques, physiques, biologiques, médicamenteuses, voilà, tout ce qui peut nous entourer. Et puis surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que l'exposome, c'est quelque chose de très dynamique et complexe, parce que en fonction de notre âge, en fonction de notre susceptibilité, on va dire hormonale, les différentes expositions vont avoir des impacts variables. Donc voilà, c'est tout un champ d'exploration qui s'ouvre à la médecine. C'est assez récent finalement, on est au balbutiement de cette médecine environnementale et il y a énormément de choses qui sont à dire puisqu'aujourd'hui on sait globalement qu'on meurt dans 71% des cas de maladies chroniques et que sur ces maladies chroniques, 60% d'entre elles sont dues à ces facteurs d'exposition comportementaux, environnementaux ou professionnels. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Merci, le décor est bien planté, mais Véronique, vous dites aussi, vous faites référence aux problèmes hormonaux, par exemple, l'influence des hormones. Ça veut dire que le sexe aussi influence les maladies. Laissons bien sûr la prostate ou des choses comme ça de côté. On sait bien que oui, on n'est pas tous égaux dans cette affaire-là, mais tout ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, notamment, c'est-à-dire tous ces éléments qui modifient, bloquent, stimulent, ressemblent à nos hormones, bien évidemment qu'ils vont agir en fonction du genre que nous avons. Donc, bien sûr qu'il y a des éléments qui vont varier en fonction du sexe. Tout à fait. Mais Mélissa, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'exposome en deux phrases comme Véronique? Mais également, l'alimentation peut être considérée comme un exposome et considérée comme un exposome parce que, en fait, les nutriments qu'on va trouver dans ces aliments ont un rôle majeur et essentiel dans la construction de toutes nos cellules. Donc, en fonction de la nature, de la qualité des micronutriments, eh bien, on peut aller vers une bonne santé ou vers des maladies chroniques, comme on vient d'en parler, comme des maladies cardiaques, diabète, obésité. Donc, en soi, les aliments sont considérés comme des exposomes et des facteurs extérieurs à la santé. Là, vous faites référence au diabète, on va dire, et l'obésité. Le sucre, par exemple, fait partie des expositions majeures. Voilà, les sucres qui peuvent être cachés. Tout à l'heure, vous parliez d'expositions invisibles. Donc, les sucres, les mauvaises graisses, le sel, mais aussi ces substances qu'on va rajouter dans certains aliments, souvent dans les plats préparés, qu'on appelle les additifs. Et il y en a pléthore. Et la plupart sont autorisés. Et donc, voilà, on va voir. On aura beaucoup de questions sur la nutrition. Jean-Pierre, en tant que spécialiste des données scientifiques, qu'est-ce que dit la science ou bien qu'est-ce que vous avez à dire en introduction sur l'exposome en une ou deux phrases? Non, ça a été dit, c'est une voie de recherche extrêmement intéressante. Moi, je voulais juste, pour rebondir sur ce qu'a dit sur la nutrition, mais d'une façon générale, c'est partir des expositions avérées comme étant dangereuses pour la santé. Alors, je vais préciser aussi que on doit parler d'années de vie perdues, en fait, parce qu'on finira tous par mourir, éventuellement de maladies chroniques, plus tôt d'ailleurs. Oui, non, on finira tous par mourir. Et le facteur principal, c'est l'âge, en fait. Et effectivement, dans l'exposome, ce qui est très intéressant, c'est de savoir ce qui peut dégrader la santé et éventuellement expliquer des années de vie perdues. Alors, je vais pas être trop long, mais je voudrais commencer par, dans l'exposome, ce qui est avéré comme étant des risques forts.
vais y revenir, et sur lequel on peut éventuellement imaginer des priorités en termes d'action de prévention. On va en reparler, on va repasser de tous ces sujets tout le temps. Est-ce que Valérie Sirou est... Elle arrive, elle est en train de se connecter. Dans les tuyaux, on va dire. Hein. Elle arrive dans quelques instants. Elle est en train de se connecter. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions, Frédéric, sur la plateforme? Une première question. Jean-Pierre, très justement, parle d'action sur le nombre de jours de vie, de prolongation de la vie. Est-ce que donc les exposomes ont un impact sur notre génétique, sur notre ADN et sur le vieillissement de nos cellules? Non, oui, alors, mais avant de parler de la génétique, il y a le métabolisme. Donc, en population générale, on peut commencer par pas distinguer les gens qui ont des facteurs de risque particuliers. Et il y en a. Hein. Par exemple, sur l'obésité, on va pas calculer un indice de masse corporelle de la même façon chez un asiatique que chez un Européen blanc, par exemple. Hein. Bon, mais non, il faut commencer par les facteurs d'exposition à des risques avérés connus. Et notamment, on commence par le tabac, l'alcool, et puis ça a été dit récemment, le sucre et les aliments ultra transformés. Et là, on a, en termes d'années de vie perdues, en bonne santé, hein, on peut perdre des années de vie parce qu'on va être en mauvaise santé, et puis on peut perdre des années de vie parce qu'on va vivre moins longtemps. C'est là où il faut rechercher en priorité le maximum d'effets, et on verra qu'il y a des marges de manœuvre très importantes. Et après, il y a tout le reste des effets avérés, mais secondaire et plus faible par rapport aux trois que j'ai distingués. Et puis après, il y a quelque chose qui nous occupe tous beaucoup, c'est les dangers supposés et le principe de précaution, on pourra y revenir aussi. Est-ce que je peux compléter peut-être Frédéric, ce que a dit monsieur? Non, voilà, parce que la question posée, c'était est-ce qu'il y a des éléments qui agissent par le biais de notre génétique? Alors, je voulais bien repréciser qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, vous savez, tout est sujet à modification dans le temps, donc je prends bien la précaution de dire qu'en 2023, on dit que la plupart des maladies qui sont d'origine génétique représentent peut-être 15% à peu près des causes de maladies. Et que tout le reste, en fait, relève de ce qu'on appelle l'épigénétique. Et c'est un petit peu la question posée par la personne, c'est-à-dire tous ces facteurs environnementaux qui vont agir sur nos gènes en leur permettant de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer, et l'alimentation, le stress, etc. agissent donc de façon épigénétique. Alors, il y a des tas de mécanismes sur lesquels peut-être on va pas revenir parce qu'ils sont assez détaillés, et comment ça va agir sur notre ADN. On parle de méthylation, on parle de groupement des histones, on parle de micro-ARN. Bon, ça, c'est des détails un petit peu de cuisine. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, tout l'environnement agit sur nos gènes pour permettre ou pas l'expression de nos gènes. L'épigénétique, c'est la façon de s'exprimer de l'exposome. Bien. Alors, est-ce qu'elle se rapproche, Valérie? Inexorablement. Elle arrive. J'ai une petite. Donne une deuxième question. Oui, j'ai une question. Mélissa? Oui, enfin moi je voulais juste compléter aussi ce que vient de dire Véronique concernant l'expression de nos gènes et l'implication des exposomes. En alimentation, par exemple, on va avoir des aliments qui vont être plutôt pro-oxydants, générer une oxydation des cellules et de notre génome, et qui peut amener à une dénaturation du génome et une cancérisation. Donc, même à ce niveau-là, en termes de modification du gène, certains aliments peuvent être facteurs de risque. Oui, mais tout a une action épigénétique, la qualité de l'air, la pollution de l'air, le stress, tout ça, ça agit effectivement par des mécanismes épigénétiques. Les rayonnements aussi. Les rayonnements, tout à fait. Les médicaments, enfin voilà, beaucoup de choses. Deuxième question, Frédéric. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a des statistiques sur le niveau d'exposition? Certains exposomes sont particulièrement cités et vilipendés. Oui, alors, indépendamment des facteurs génétiques. Indépendamment. Indépendamment, oui, pour tout le monde. Si on est exposé au tabac très longtemps ou à des fortes doses d'alcool, quelle que soit la génétique, les effets, on les connaît, ils sont directs, parce qu'il y a quelque chose à prendre en compte qui est la relation effet-dose. Donc pour le tabac, au bout de 20 ans d'exposition, on a 9 fois plus de chances de faire un cancer du poumon que si on fume pas. Et pour l'alcool, si on est parmi les 10% ou les 4% de Français, les 5% de Français qui boivent 50% d'alcool, c'est-à-dire, je rappelle, c'est 20 unités d'alcool par jour,
eh ben, en moyenne, on va perdre 10 à 15 années de vie. Voilà. Donc là, on n'est pas dans les effets, relations dose-effet faibles qui sont un autre sujet. On est dans les relations avérées d'exposition. Et je pourrais aussi rajouter l'amiante, bien entendu, et on pourrait parler d'autres expositions dangereuses, comme le radon, par exemple, dans les maisons, qui est bien connu. Valérie, excusez-moi, Valérie, est-ce que vous pouvez éloigner le micro de votre bouche? Juste un tout petit peu. Bienvenue, excusez-moi. Je ne vous ai même pas souhaité la bienvenue. Voilà, merci. Bienvenue, Valérie. Bonjour. Excuse-moi, Bon, je Jean-Pierre. vais présenter Valérie, peut-être. On va y revenir, Jean-Pierre, c'est très important, ce sujet. Ça. Valérie Sirou, donc bonjour Valérie et merci infiniment de nous avoir rejoints. Juste, je vous présente. Valérie, vous êtes épidémiologiste spécialisée en ce qui est épidémiologiste en respiratoire et environnemental à l'INSERM. Et vous dirigez une équipe d'épidémiologie environnementale à l'Institut avancé des biosciences à Grenoble, Valérie. Très bien. Bonjour à tous et désolé pour ce délai de connexion. Alors, on a commencé chaque expert qui est sur la plateforme. Donc, vous avez Jean-Pierre Thierry qui est médecin de santé publique. Mélissa fait un petit signe pour qu'elle te reconnaisse, Valérie. Mélissa Ancry qui, elle, est nutritionniste et micronutritionniste. Et puis, que vous connaissez sans doute, Véronique Mondin qui est plus sur l'infectiologie, les maladies infectieuses et tropicales. Et je ne l'ai pas rajouté tout à l'heure, Véronique, mais aussi ce qu'on appelle les maladies émergentes, je crois. Oui, tout à fait, ça va avec les maladies infectieuses. Voilà. Alors, chacun a commencé par une petite phrase pour dire ce qu'il pensait de l'exposome. Véronique l'a défini, l'exposome. Chacun a dit par rapport à son domaine d'expertise. Un mot sur l'exposome. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire, Valérie, en une phrase sur l'exposome? Quel est l'intérêt? Alors, la définition, bon, je pense voilà que comme elle a dû être dite, en fait, c'est un terme qui remonte à il y a presque 20 ans. Hein. Christopher Wald, qui dirigeait alors le cirque, qui a défini l'exposome comme l'ensemble des expositions environnementales auxquelles on est exposé depuis la conception et tout au long de la vie. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans ce contexte-là, c'est la façon dont le terme exposome est apparu. Et en fait, c'était pour faire un équilibre. À l'époque, on investissait beaucoup dans la recherche des omiques, de la génomique en particulier. Et Christopher Wald disait en fait, c'est totalement déséquilibré d'investir autant sur les approches omiques quand à côté, l'environnement est défini uniquement par un bref petit questionnaire où on a très peu d'informations, alors qu'il y a de plus en plus d'arguments dans la littérature qui sous-tendent un effet d'autant plus important de l'environnement par rapport à la génomique pour la plupart des maladies chroniques auxquelles on fait face aujourd'hui. Donc voilà, je trouvais que c'était pertinent, voilà, pour commencer, de ramener un tout petit peu sur l'historique, mais probablement ça a déjà été dit. Et en tant qu'épidémiologiste, voilà, pour nous, c'est comment on fait pour prendre en compte tous ces facteurs environnementaux pour essayer de les mettre en lien avec la santé. On va aborder une nouvelle question, Frédéric. Oui, alors on parle des ondes. Georges me demande, les ondes font-elles partie des exposomes? Tu l'as cité, Claude, mais est-ce qu'on peut les définir davantage? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est le champ solaire? Est-ce que c'est des choses de la nature ou c'est des choses qui ont été créées par l'homme? L'ensemble des ondes font partie de l'exposome. Maintenant, je ne suis pas du tout spécialiste des ondes, donc je pense qu'il faut peut-être laisser ça à d'autres personnes qui connaissent bien le domaine. C'est pas mon cas. Mais clairement, oui, ce sont des investigations sur lesquelles il y a des recherches, notamment par rapport à tous ces petits outils-là qu'on a toujours à côté de nous et sur lesquels il faut être vigilant. Est-ce que, Jean-Pierre, tu peux peut-être compléter sur les ondes des traitements, mais auparavant, je veux juste dire, et ça, ici, il y a des spécialistes qui font, par exemple, il y a des cartes de radon qui sont disponibles pour savoir où on habite. Alors, faut-il déménager pour autant? Moi, je suis sur une zone en Auvergne où il y a énormément de radon, là où je suis. Je connais très localisé, c'est très localisé. Je m'en doutais un peu parce qu'il y a eu des recherches sur l'uranium il y a quelques années. Et bon, ça n'empêche pas d'y habiter. Il y a quand même des centenaires. Donc, voilà. Jean-Pierre, est-ce que tu peux parler des ondes par rapport… Oui, on baigne dans un univers d'ondes, donc celles qui sont considérées comme dangereuses pour la santé sont surtout les rayonnements ionisants, c'est-à-dire qu'ils vont casser notamment les brins d'ADN, introduire des mutations, etc. Donc là aussi, il y a une relation effet-dose connue. Alors, excuse-moi, arrête. Rayonnement ionisant, tu es un spécialiste. Est-ce que tu peux dire… Ça va. Alors, il y en a qui nous transpercent en permanence parce qu'ils viennent de l'univers et du soleil. Quelquefois, elles sont à assez haute énergie, d'ailleurs.
Mais globalement, dans une vie, si on parle de la naissance jusqu'à la mort ou même avant, la majorité des rayonnements ionisants auxquels on sera exposé, c'est la radiologie. Voilà, alors ça peut être chez le dentiste, chez le radiologue, etc. Il y a des doses assez fortes avec le scanner, même si elles ont été réduites. Et donc on est dans un rapport de 100 à 1 par rapport à l'exposition naturelle, sauf cas particulier, effectivement, des maisons bretonnes, et maintenant, j'ai compris, à Brioude, il peut y en avoir, le radon dans certaines maisons, effectivement, parce que la pierre peut irradier. Donc globalement, c'est pour ça qu'on dit, c'est là, on va tomber sur une notion de bénéfice-risque qu'on peut d'ailleurs appliquer à d'autres exposomes, en fait, hein. C'est que si on s'expose à des rayons X volontairement ou involontairement parce qu'on est malade, c'est uniquement parce que l'acte de prescription a été pertinent. Sinon, le bénéfice est supérieur au risque. Alors ça, le bénéfice, il peut être parce qu'on lève un doute, c'est-à-dire le résultat est normal. Ça, c'est lever un doute, ça peut être tout à fait pertinent. Et c'est aussi parce que malheureusement, on va mettre en évidence une maladie qu'on va traiter. Donc là, on accepte d'être exposé. Il y a des gens qui ont malheureusement, qui sont obligés d'avoir beaucoup de scanners. Donc, il y a bien un rayonnement assez important en termes de dose, mais la balance bénéfice-risque est bonne parce que ça participe de la mise en œuvre des soins qui vont améliorer leur état de santé. Dans la continuité, c'est vrai qu'on subit un certain nombre d'agents agresseurs, certes, mais ça serait sous-estimer nos capacités aussi d'élimination de ces agents. Peut-être avant de parler de certaines solutions, dans l'alimentation, Mélissa, dans l'alimentation, quels sont les principaux exposomes que l'on peut citer? Essentiellement dans tous les additifs qu'on va trouver dans les produits ultra transformés, type colorants, conservateurs, émulsifiants, gélifiants, exhausteurs de goût, édulcorants, des amidons transformés. Il y en a certains sont plus ou moins toxiques, certains sont quand même reconnus ou soupçonnés comme étant très toxiques. Pour autant, ils restent autorisés. Avec toutefois ce qu'on appelle des doses journalières admissibles pour chacun des additifs. Mais voilà, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a certains additifs qui, additionnés les uns aux autres, dans une journée, un enfant ou même un adulte va se retrouver exposé au-delà de la dose journalière optimale, en fait, autorisée. Claude, et notification. Frédéric, voilà. Je te laisse prendre le relais parce qu'il faut que je vois que j'ai disparu de. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, non, on t'entend, mais reconnecte-toi. Je vais me reconnecter, donc je te laisse poursuivre. Sans problème. Et donc ces additifs, juste pour continuer, parfois on les connaît pas, ils sont cachés. Ça peut être dans des biscuits sucrés salés. Ça peut être dans les céréales du petit déjeuner, dans des sodas, des sirops, des snacks, etc. Donc du pain industriel, il y en a un petit peu partout. Et voilà, plus l'aliment est transformé et plus on va avoir un nombre d'additifs important. Ça peut aller de 2 à 6, voire 7 additifs par aliment, comme par plat. Donc ça c'est la catégorie aliments. Véronique, dans les pollutions aériennes, je crois qu'on est soumis à un certain nombre de polluants. Est-ce qu'on peut en dire plus, en savoir plus, les catégorier? Oui, bien sûr. Alors, je pensais que c'était peut-être Valérie, la spécialiste de l'air du respiratoire. Je vais bien dire un petit mot. Donc, c'est vrai que dans les pollutions aériennes, il y a la pollution de l'air extérieur, la pollution de l'air intérieur. Alors, ils sont pas forcément équivalents, mais globalement, dans la pollution de l'air extérieur, on sait qu'il y a beaucoup d'agents qui sont véhiculés, notamment par les transports, les PM2,5, les PM10, et puis les particules ultra fines qui aujourd'hui semblent poser beaucoup de problèmes. En fait, les polluants changent et on s'aperçoit qu'on a l'impression qu'on a moins de polluants parce que, bien sûr, par rapport à, par exemple, ce qui se passait à Londres au moment du Grand Fog, on n'a plus ces suies et ces polluants très visibles. Mais le fait qu'elles soient de plus en plus fines peuvent aussi amener à des caractéristiques de transmission, de pénétration dans le corps qui vont faire qu'elles vont diffuser un petit peu partout et être éminemment dangereuses. Donc, il y a, donc, je vous ai dit, les particules fines, il y a tout ce qui concerne les NO2, NOx, il y a ce qui concerne l'ozone. Alors, moi, dans ma région, par exemple, du Sud, on a beaucoup de polluants et de toxicités qui sont dus à l'ozone, puisque c'est dû à la fois au rayonnement solaire et aux polluants. Et on sait aujourd'hui que ça a des conséquences sur la santé qui sont importantes.
importante, santé humaine, puis santé végétale aussi. Voilà. Et puis, je dirais que pour aller un peu vite, mais Valérie, bien sûr, va le compléter, il y a tous ces polluants de l'air intérieur qui sont peut-être encore plus dangereux parce que on vit plus souvent dans notre intérieur qu'à l'extérieur. Et parmi ceux-là, il faut parler de tout ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, les COV, qui peuvent être dans tout ce qu'on a dans notre environnement, nos meubles, nos moquettes, nos peintures, nos machins, tout ce qui concerne aussi nos animaux, et les acariens et des allergènes et des produits parfumés, des bougies, des encens, voilà, des produits d'entretien. Donc, il faut aujourd'hui être très vigilant sur tous ces produits. On leur dit par exemple qu'il faut s'éloigner de tout ce qui sent bon. Je suis désolée, c'est un peu caricatural, mais à partir du moment où il y a des parfums de synthèse, il faut être attentif au fait que ça va pas avoir aussi une certaine toxicité potentielle si on l'utilise beaucoup. Voilà, globalement, en tout cas, sachant que ces polluants de l'air, aujourd'hui, on dit que la pollution de l'air est responsable de 7 millions des décès dans le monde. C'est sans doute le pollueur le plus important, le tueur silencieux. Alors, au niveau des pays émergents, c'est pas tout à fait les mêmes polluants que chez nous. Eux, c'est par exemple beaucoup le bois, le chauffage au bois, tout ce qui est les cendres, ce genre de choses qui est encore très toxique, notamment quand on fait la cuisine dans l'appartement et qu'on a toutes ces vapeurs qu'on respire. Chez nous, donc, c'est un petit peu différent, beaucoup plus industriel et beaucoup plus à l'intérieur, et puis beaucoup les transports. Mais j'ai sûrement oublié plein de choses et Valérie va... Et Valérie, qui est une spécialiste du respiratoire, va nous éclairer. Oui, non, mais c'était déjà très très détaillé effectivement, de bien distinguer effectivement les polluants de l'air extérieur et intérieur, parce qu'on parle pas tout à fait de la même chose, même si quand on ouvre la fenêtre, ceux de l'extérieur entrent, bien sûr, et même on n'a pas besoin de ça, ils pénètrent facilement dans l'habitat. Que effectivement, il y a en France, c'est 40 000 décès par an attribuables en moyenne aux particules. Alors quand on dit décès attribuables, bien sûr, ça tue pas les enfants. C'est plutôt, il faut le voir comme 8 mois d'espérance de vie de perdu en moyenne. Voilà, c'est plutôt ça rend, c'est de la mortalité prématurée, on va dire un petit peu de quelques mois. Donc il faut quand même préciser cela, parce que sinon c'est des chiffres qui sont effrayants. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont pas pour autant, mais en tout cas c'est une vision un tout petit peu plus juste, je pense. Et puis sur l'environnement intérieur, effectivement, à la fois donc les polluants de l'air, parmi tous ceux qui ont été cités, bien sûr, les coves, mais on peut aussi citer notamment les moisissures par rapport à la santé respiratoire. En fait, les habitats avec beaucoup d'acariens, beaucoup de moisissures. Donc en général, c'est plutôt des habitats qui vont être plus humides globalement, et on sait que notamment par rapport à la santé respiratoire, à l'asthme, ça peut exacerber beaucoup les crises d'asthme, notamment chez les enfants. Valérie, on a parlé aussi pendant un temps des retardateurs de flammes dans les canapés, Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas ? Oui, là on est sur des polluants chimiques, effectivement, il y a tous les polluants chimiques qui s'ajoutent. On a aussi dans la liste des polluants, effectivement, sur le plan des polluants chimiques, il faut bien voir qu'on a eu une révolution chimique. L'exposome auquel nous on est exposé aujourd'hui est bien plus complexe que celui de nos arrière-grands-parents à l'époque. On a un exposome très complexe compte tenu vraiment de la révolution chimique qui fait qu'on est exposé à de nombreux produits chimiques, et parmi lesquels ceux dont on parle aussi beaucoup, c'est les perturbateurs endocriniens, les phénols, les phtalates, où les voies d'exposition là sont multiples. Ça passe par l'alimentation, ça passe aussi par les poussières, ça passe par l'air. Donc on a une voie d'exposition cutanée aussi, bien sûr, avec les cosmétiques. Et voilà, c'est des polluants qui font l'objet de beaucoup de recherches aujourd'hui pour évaluer leur impact sur la santé. Beaucoup chez les enfants, parce qu'on imagine que ça peut être d'autant plus néfaste en début de vie. Mais même sur la santé respiratoire, où c'est un organe que on pense en premier lieu, bien sûr, à ce qu'on respire par rapport à la santé respiratoire, mais c'est pour ces perturbateurs endocriniens notamment, il y a des arguments dans la littérature qui, à minima, suspectent le rôle de certains d'entre eux, même sur la santé respiratoire. Valérie, si on peut cerner les pathologies, est-ce qu'il y a, pour ce qui vous concerne, est-ce qu'il y a des exposomes qui vont donner, pas systématiquement évidemment, mais une prédisposition pour telle ou telle pathologie ?
Moi, je travaille essentiellement sur des pathologies chroniques, notamment l'asthme, la BPCO, qui sont des maladies dont on sait à la base particulièrement multifactorielles et complexes. C'est-à-dire que c'est de nombreux facteurs environnementaux qui interagissent entre eux et avec la prédisposition génétique. Donc, à partir de là, c'est extrêmement compliqué de les identifier et aussi de les hiérarchiser. Cela étant, le facteur de risque qu'on peut citer malgré tout en premier, je pense, sans faire trop d'erreurs, c'est le tabagisme. Par rapport à la santé respiratoire, c'est quand même une exposition massive de multiples polluants et avec des doses très fortes. Donc ça, c'est indiscutable. Les polluants de l'air, oui, mais avec un niveau de risque qui reste malgré tout un peu en dessous du tabac, mais qui en termes de santé publique pose un vrai problème puisqu'on est tous exposés aux polluants de l'air extérieur. Certes, pas tous au même niveau, mais on n'a pas trouvé de seuil en dessous duquel les polluants de l'air extérieur, par exemple, n'auraient pas d'impact sur la santé. Beaucoup d'études épidémiologiques ont essayé d'identifier ce seuil en dessous duquel on peut dire, finalement, voilà. Et en fait, non, les seuils qui sont fixés par l'OMS, qui sont fixés par la réglementation européenne, même ces seuils-là, ne permettent pas de s'affranchir de l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Il n'y a pas vraiment de seuil. Alors, il y a aussi l'air intérieur qui est très important. On ne dira jamais assez qu'il faut vraiment aérer. Mais dans ces pollutions, par exemple, il y a la mode des bougies. Est-ce que les bougies, les parfums, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué les parfums, je crois que c'est Véronique. Est-ce que tout ça, c'est vraiment, vraiment toxique? Est-ce qu'il y en a de plus toxiques que d'autres? Comment on peut savoir? Comment on peut faire ses choix? On approche des fêtes de Noël, il va y avoir plein de bougies dans les cadeaux. Alors, moi, ma position ici, c'est plutôt, je pense pas qu'il y en ait qui soient bénéfiques pour la santé. Donc, à partir de là, il faut les éviter. Après, si c'est juste pour le soir de Noël, l'impact sur la santé donc j'ai envie d'avoir ce genre de discours, mais oui, ça c'est sûr que c'est le genre d'exposition auquel c'est relativement facile d'éviter et mieux les mettre bien aéré après, quoi, c'est tout. Voilà. Moi, je voulais peut-être, si vous êtes d'accord, dire qu'au niveau respiratoire, des polluants de l'air, la plupart des gens pensent que les polluants de l'air agissent effectivement sur le système respiratoire. Et d'ailleurs, c'est le sujet de travail de Valérie essentiellement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, les polluants de l'air, ils agissent sur énormément d'autres pathologies, et même plus sur d'autres pathologies, et notamment sur le neurologique et le cardiaque. Les pathologies cardiovasculaires, c'est le retentissement numéro 1 de la pollution de l'air, avec les accidents vasculaires cérébraux, avec les infarctus, avec tous les éléments donc qui sont en lien avec ça. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a encore beaucoup plus de maladies qui sont en lien avec la pollution de l'air, puisque même aujourd'hui, on montre dans certaines études que l'obésité peut être en lien avec la pollution de l'air, que les psychoses, notamment chez les jeunes, dans des zones très polluées, peuvent être favorisées par la pollution de l'air, que la fertilité peut être impactée par la pollution de l'air, que le TDAH, c'est-à-dire les troubles de l'attention de l'enfant, peuvent être impactés par ça. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le caractère très polymorphe de ce que la pollution de l'air peut faire sur la santé. Et ça, c'est important de le prendre en considération, même si, comme a dit Valérie, la difficulté, c'est de pointer vraiment la responsabilité pour une personne donnée de son exposition. Et ça, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Donc, il faut raisonner en faisceau d'arguments. Ça veut dire qu'on ne peut pas calculer son exposome? Non, alors on ne peut pas. De respiratoire, parce que c'est tellement large le reste. Non, aujourd'hui, non. En fait, son exposome, c'est l'ensemble des facteurs environnementaux auxquels vous êtes exposé depuis votre conception. Donc, personne n'est capable d'avoir ça. Il faut le voir comme un concept qui a permis de faire évoluer les recherches et notre compréhension du rôle de l'environnement sur la santé. Mais on ne peut pas répondre, l'exposome, il est infini. Il bouge tous les jours. Donc, évaluer son exposome n'a pas vraiment de... Voilà, c'est pas l'objet. Il y a des questions sur le Nutri-Score qui seront Mélissa et Jean-Pierre, mais il y a une question, Frédéric, sur le médicament. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire des médicaments dans l'exposome? Alors, je voudrais d'abord souligner un point pour rebondir sur ce qu'a dit Valérie Siroux. On a beaucoup plus peur de l'exposition involontaire que de l'exposition volontaire. Bon. Explique-toi. Alors, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus peur de l'exposition à de faibles doses, avec des hypothèses proches du
principe de précaution, où on n'a pas démontré un risque réel dans l'exposition, mais on le subodore, c'est-à-dire on l'imagine, on pense qu'il y a un danger. Et en fin de compte, en population aujourd'hui, on voit, mais c'est aussi très médiatisé, que les gens vont avoir beaucoup plus peur de risques supposés liés à des faibles doses que de risques avérés à partir du moment où ces risques sont volontaires. Alors ça veut dire que si on boit beaucoup, ou si on fume, ou si on prend une voiture, si on va vite, on accepte le risque parce qu'il est volontaire. Et on a très peur de l'exposition involontaire, même si le risque est beaucoup plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir sur les risques faibles. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une distorsion complète actuellement de la perception des risques en matière de santé publique, qui est très préoccupante, parce que ça veut dire que l'opinion va se mobiliser, par exemple, pour contrôler un polluant potentiel dans l'environnement, et pas du tout se révolter parce qu'on ne va pas augmenter le prix du tabac suffisamment pour que la consommation baisse. Je rappelle aussi qu'il y a une exposition indirecte qui est responsable aussi d'un certain nombre de dommages. Est-ce que je peux juste faire une petite remarque? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, 300% d'accord, mais on a quand même aujourd'hui des expositions qui ne répondent pas à cet effet dose, justement, qui a toujours été celui qu'on a souligné depuis Paracels, c'est la dose qui fait le poison, mais avec les perturbateurs endocriniens, on n'est pas du tout sur un effet dose, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de toutes petites expositions qui vont avoir des effets importants. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas uniquement raisonner en quantité et en importance, on va dire pondérale ou en kilos, en consommation, tout ce que vous voulez, mais il faut être attentif, je ne dis pas que c'est le cas, mais attentif au fait que parfois des composés à des doses très petites peuvent aussi avoir des effets importants. Je me permets de rajouter quand même que moi je vous suis tout à fait, et je pense qu'il y a du bon dans le principe de précaution. Simplement, là où ça devient compliqué sur ce que vous dites sur les faibles doses, c'est qu'en réalité, quand on regarde les publications scientifiques, tout est démontré et son contraire. Autrement dit, si on préfère dire je pense qu'il y a bien une démonstration des faibles doses, je vais sélectionner les articles qui le démontrent, mais je ne vais pas lire ceux qui montrent l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet. Ça, c'est très compliqué. Autrement dit, pour résumer, dans beaucoup d'effets des faibles doses, on est dans une vraie incertitude sur l'effet réel qui est produit. Alors là, on est dans des débats d'experts. On en fera un jour là-dessus, ça vaut le coup, je pense. Réponds à la question sur les médicaments. Est-ce que les médicaments jouent sur l'exposome? Qui peut répondre? Si je peux me permettre, comme c'est prescrit volontaire et qu'on part d'un principe que la balance bénéfice-risque est bonne, c'est un exposome accepté. Maintenant, dans la réalité, et si on regarde certains comportements de prescription, par rapport à des choses qui nous font peur parce que c'est involontaire, je pense que le médicament est le principal exposome auquel on est aujourd'hui affecté, notamment chez les jeunes. Si je prends par exemple l'exposition aux antibiotiques, dans la mesure où 8 fois sur 10, ils sont pas pertinents, on devrait se soucier de l'exposition des enfants aux antibiotiques, surtout avec la mode du microbiome, on devrait se poser les questions. Or, vous voyez que c'est pas un risque perçu dans la population, puisque en fin de compte, la prescription ne baisse pas. Je partage tout à fait ce qu'a dit monsieur. Donc c'est vrai que les antibiotiques, enfin les médicaments en général, parce qu'on en prescrit beaucoup trop, et en France 30% au-dessus de la moyenne européenne, donc il n'y a pas vraiment de raison de faire différemment que nos voisins européens. Et clairement, on consomme du médicament, alors qu'on devrait être très très attentif et très circonspect avant de prendre un médicament. Par exemple, le fameux paracétamol, il y a quand même beaucoup de signaux pour dire que c'est un perturbateur endocrinien. Alors là aussi, il faut regarder à comment on le prend, mais je pense que c'est important de ne pas banaliser la moindre prise de médicaments et d'être toujours dans une nécessité de prendre un médicament. Et les antibiotiques, puisque vous en parlez, c'est vrai que ça fait partie aujourd'hui d'un exposome quotidien, puisque des antibiotiques, il y a ceux qu'on prend parce qu'on vous les prescrit, il y a ceux aussi qui sont dans votre environnement, dans l'eau, dans les aliments, dans tout ce qu'on a autour de nous, qui sont pas forcément prescrits et qui participent à la modification profonde des microbiotes des personnes de la population française, de la population mondiale. Donc oui, ça a un impact et soyons très attentifs à la prise d'antibiotiques. Alors, on a parlé tout à l'heure du Nutri-Score, de l'intérêt du Nutri-Score. Mélissa, pour être positif et être acteur de sa propre santé, pour éviter d'être exposé ou de minimiser en tout cas l'exposition, quels sont les meilleurs gestes à adopter au quotidien? Alors déjà par rapport au Nutri-Score, bon c'est une première chose qui peut aider,
Mais son avantage, c'est effectivement de renseigner sur l'excès de sucre, de graisse, de sel, de calories. Mais en revanche, on ne va pas avoir d'indication sur vraiment le profil nutritionnel des aliments, notamment par exemple la valeur nutritionnelle des graisses, donc des graisses saturées ou insaturées. Donc elles vont considérer, l'un comme l'autre va être considéré comme mauvaise pour le Nutri-Score, alors que vous avez des graisses polyinsaturées qui sont même indispensables pour une bonne santé. Je pense notamment aux oméga 3. Et aussi, le Nutri-Score ne résout pas en fait le problème de ces aliments ultra transformés, puisque au jour d'aujourd'hui, mais je crois que c'est en cours de transformation, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'indication sur la valeur des additifs dans ces aliments. Et pour l'autre question, c'est dire comment il faut manger, quelle approche on peut avoir. Parce qu'on pourrait très bien avoir une alimentation à la limite sans additifs, avec des plats qu'on prépare chez soi, mais qui va rester une alimentation qui va contenir beaucoup trop de sucre ou trop de sel ou trop de mauvaises graisses, comme par exemple utiliser trop de graisse saturée, trop de beurre pour cuisiner, trop de crème par rapport à des huiles végétales comme l'huile d'olive ou l'huile de noix. Et même dans une alimentation qui ne va pas être trop transformée, on peut aussi aller vers considérer que ce sont des exposomes qui vont être néfastes pour notre santé et générer des maladies cardiovasculaires, des diabètes, de l'obésité. Donc, il y a à la fois des choix d'aliments non transformés, mais aussi un mode alimentaire, une façon de cuisiner, un choix des aliments de façon équilibrée, mesurée, qui fait que on va aller vers une santé optimale. Est-ce que je peux aussi dire un tout petit quelque chose, peut-être si vous êtes d'accord, Mélissa, sur le fait que notre alimentation aujourd'hui, elle est transformée bien sûr, mais elle est aussi très très pauvre en fibres. Et que par rapport au microbiote, puisque moi je m'intéresse beaucoup au microbiote, c'est-à-dire à tout ce qui est bon pour que nos bactéries soient satisfaites de l'alimentation qu'on leur donne, il faut vraiment que l'alimentation soit très riche en fibres. Et on a perdu cette habitude de manger des fibres. Donc, mangeons, végétalisons notre alimentation, beaucoup de légumes, des fruits, si possible bio, parce que dans l'alimentation, il y a aussi malheureusement beaucoup de pesticides et que ces pesticides ont bien sûr aussi un impact possible sur la santé. Là aussi, comme disait monsieur, il ne faut pas avoir trop peur parce que bien sûr qu'il y a des preuves concernant essentiellement aujourd'hui l'impact des pesticides sur les agriculteurs ou les riverains au niveau des zones d'agriculture, mais néanmoins, on sait que la population française, dans les études épidémiologiques, est exposée aux pesticides, que la plupart des Français ont des résidus de pesticides dans leur sang. Il faut donc être attentif et essayer, si on peut, d'avoir une alimentation la plus saine possible. Effectivement, quand vous parlez du microbiote, c'est vrai que le microbiote joue un rôle crucial en fait sur la santé digestive. Alors le microbiote, c'est tout. Non, le micro, pas le microbiote. Attention, le microbiote. Le microbiote. Voilà. Oui, ça n'empêche pas le microbiote aussi. Voilà, et donc ce que disait Véronique, effectivement, il est important parce qu'il joue un rôle crucial. Ça va comme ça? Oui, c'est mieux. Merci. Sur notre santé digestive, sur le système immunitaire, sur les métabolismes. Et effectivement, avoir une alimentation équilibrée qui apporte effectivement des fibres, mais aussi tout de même des glucides, pas n'importe lesquels, et aussi des protéines, c'est important pour avoir un bon équilibre en fait de notre flore intestinale. Claude, Et juste, je peux rajouter juste une petite chose. Je crois qu'on a parlé aussi du bio. Alors, je suis d'accord aussi avec Véronique, d'autant que quand on voit la liste des additifs qui existent, qui sont autorisés, il y en a des plus ou moins toxiques, et finalement, quand on scanne ces additifs les plus toxiques, eh bien ceux-là ne sont pas autorisés par la charte biologique. Donc voilà, un argument de plus quand on peut pour manger bio, pour éviter tous ces additifs qu'on ne peut pas toujours bien reconnaître. Claude, merci pour cette intervention. Claude, tu représentes beaucoup d'associations de patients. Est-ce que justement les maladies professionnelles sont reconnues avec des catégories d'exposition particulières? Peut-être Valérie ou Véronique, si vous avez des informations là-dessus, sur les maladies professionnelles.
Il y a la silicose. Bah oui, bien sûr, il y a des expositions classiques, hein, je veux dire, connues de façon un peu pas ancestrale. Enfin voilà, la silicose, ces maladies, l'amiante, bien évidemment. Mais de plus en plus, il y a des études sur des maladies professionnelles. Je vous donne un exemple d'une chercheuse qui travaille au CHU de Nice, qui s'appelle le professeur Barbara Selspolsky, et elle est néphrologue, et elle travaille beaucoup sur les glomérulonéphrites, donc des maladies rénales, dont certaines sont en lien avec des solvants. Et donc, elle identifie dans les personnes qui vont la voir que plusieurs d'entre eux sont des professionnels qui notamment travaillent dans le bâtiment et qui utilisent des solvants. Donc ça fait partie de son travail et des recherches qu'elle mène. Et je crois que justement, si on éduque de plus en plus les médecins à avoir ce regard et ces questionnements sur les professions de nos patients, sur leurs loisirs, leurs hobbies, ce qu'ils manipulent, etc., et les intégrer dans un questionnement, on va dire, d'examen clinique de base, on arrivera de plus en plus à faire des liens et à pouvoir prouver que certaines expositions sont effectivement liées avec des maladies, que ce soit sur le plan professionnel ou encore une fois sur le plan des loisirs, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'expositions qui peuvent venir de ce qu'on utilise pendant les loisirs. Donc, je pense que c'est les balbutiements de tout ça encore. On parle de bio, on parle d'alimentation. Beaucoup de questions sont posées sur la prolongation de l'utilisation du glyphosate. Donc ça, c'est très polémique, très politique peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, quel est votre avis d'expert? Justement, Claude Sacco. Voilà, tu abordais la question professionnelle. Je pense qu'il faut bien distinguer glyphosate. Et Jean-Pierre, peut-être on avait encore un débat ce matin là-dessus. Le glyphosate qui est utilisé en grosse quantité au niveau des agriculteurs, par exemple, va être considéré comme maladie professionnelle. Certaines maladies issues de ces manipulations vont être considérées comme maladies professionnelles, mais le glyphosate, ensuite, quand on n'est pas un professionnel, est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Je pense que Valérie aussi, vous travaillez sur ces sujets. Alors, oui, moi je dirais deux choses. En premier, alors après on peut discuter de l'exploitation des sources scientifiques. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles sont contradictoires sur les effets sanitaires. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a un débat. Et donc, il y a quand même globalement une application d'un certain principe de précaution. Alors, je parle pas, c'est pas le même débat pour les expositions professionnelles à assez forte dose, en fait, où là, il y a des maladies professionnelles qui sont reconnues. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, on est dans les domaines où les risques sont difficiles à démontrer. Le danger, il peut l'être, mais les risques en population, il est difficile à démontrer. En deux, c'est un autre débat, qui est très général sur les expositions faibles dans l'exposome. C'est l'idée assez simpliste au départ qui est de dire on va supprimer tous les risques liés à l'exposome. Alors, le problème, c'est qu'on peut pas le faire. Je vais vous donner un exemple. Enfin, il est connu, hein, puisque c'est l'évolution de la position française vis-à-vis du glyphosate. C'est que ça prendrait peut-être 30 ans à changer les conditions d'exploitation agricole. Bon. Et donc, il faudrait réinvestir énormément dans la population pour qu'elle aille travailler dans les champs ou trouver d'autres techniques. Alors, néanmoins, il y a des axes de progrès qui peuvent remplacer le glyphosate. Néanmoins, mais on a vu, il y a eu le même débat sur le DDT, il y a eu le même débat sur les pesticides. C'est qu'il faut faire attention en ciblant un produit pour que la solution qui soit proposée soit pas, en fin de compte, éventuellement plus dangereuse. Alors, donc, et ça veut dire que quand on évalue des risques, que ce soit le glyphosate ou le bisphénol, on peut en parler, parce que le bisphénol, on a pu éventuellement le remplacer par quelque chose qui était aussi, voire plus dangereux. C'est qu'il faut savoir, il faut calculer la balance bénéfice-risque pour la population. Moi, je donne cet exemple. Il n'y aura jamais 0 particules fines sur Paris, ou alors il faudrait que les Parisiens acceptent de plus manger parce que les commerces ne seraient plus ravitaillés et on pourrait plus faire les courses. Vous voyez? Donc, bon, en attendant, alors on peut dire, bah, c'est bien parce que dans 30 ans, on n'aura que des véhicules électriques. Alors, ça prendra 30 ans. Vous voyez, donc c'est une approche qui maintenant est introduite dans les évolutions du risque autour des principes de précaution. C'est faire la balance entre les risques et les risques de remplacement ou les risques d'abandon d'un produit qui peut être considéré comme dangereux, mais où il y a toujours une place pour les incertitudes quant à ses effets en population générale. Il était un peu long, mais juste terminer sur un exemple comme ça. Moi, ce qui m'a vachement étonné il y a quelques années, c'est de rentrer dans un supermarché, puis de voir sur le ticket de caisse, il y avait marqué plus de bisphénol A, alors que dans les rayons, il y avait des produits absolument pourris
dégueulasses, ultra transformées, hyper sucrées, et qu'on vendait de l'alcool en très grande quantité à un prix au litre qui poussait à la consommation. Vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il y a une distorsion dans l'appréciation des risques qu'il faut garder en tête. Claude Valérie, et peut-être voilà, effectivement sur glyphosate et de façon plus générale sur pesticides et santé. Pour ceux que ça intéresse, il y a un rapport de l'INSERM, une expertise collective à laquelle j'avais participé d'ailleurs, qui a été publié, c'était il y a maintenant 1 an et demi, sur lequel, alors c'est très difficile à résumer, hein, il y a un grand nombre de pages que je ne vais pas pouvoir vous résumer là. Toujours est-il, c'est que le glyphosate, malgré tout, donc l'objectif a été de rassembler toutes les données de la littérature internationale pour essayer de les reprendre toutes et essayer voir si on avait des faisceaux d'arguments, une accumulation d'évidence pour l'exposition à certains pesticides par rapport à certains paramètres de santé. Et on a couvert de nombreux paramètres de santé, on a couvert aussi de nombreux pesticides. C'est pour ça que le rapport est particulièrement dense. Mais sur le glyphosate, il y a quand même pour un bon nombre d'événements de santé pour lesquels il y a quand même des arguments, des faisceaux d'arguments assez solides dans la littérature, quoi que l'on dise. Après, il y a des décisions politiques et je suis d'accord qu'il y a toujours la question, et si on le retire, il va être remplacé par quoi? Ça reste une vraie question systématique, mais les données de la littérature, malgré tout, par rapport à la santé de l'homme, et en particulier, bien sûr, pour les expositions professionnelles, il y a quand même beaucoup d'éléments dans la littérature aujourd'hui. Je partage ce que dit Valérie. Et puis, il y a quand même aussi cette notion qu'on oublie beaucoup, c'est que les pesticides sont pas toujours toxiques uniquement pour les hommes, mais aussi beaucoup pour la biodiversité. Et que la biodiversité fait partie intégrante de notre risque à ne pas pouvoir nous alimenter dans quelques années, vraisemblablement. J'ai un exemple, c'est, vous savez, si les moustiques qui transmettent les maladies vectorielles diffusent en France, je pense qu'on reverra l'intérêt des pesticides. Autrement dit, quand on a banni le DDT, il y a sans doute eu 1 million de morts, 1 million de morts supplémentaires en Afrique liés au paludisme, avant qu'on réintroduise des insecticides. Donc, il faut vraiment faire la balance bénéfice-risque. Et sur ce qu'a dit Valérie Sirou, je suis d'accord avec elle, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau de preuves et d'arguments, mais en termes épidémiologiques, en fin de compte, le niveau de preuve est assez faible parce qu'on ne fait pas d'essais randomisés et on n'en fera jamais. Donc, c'est que des variables d'exposition qui comparent des populations exposées à des populations non exposées. Et dans le temps, on disait que le risque relatif devait être très important pour trouver une conclusion, tellement les facteurs confondants sont nombreux, en fait. Ces problèmes des facteurs confondants pourrissent les facteurs confondants, c'est de dire est-ce que je vais éliminer toutes les autres variables qui expliquent qu'il y a une maladie liée à une exposition. C'est extrêmement compliqué à faire quand on est sur des effets faibles, supposés. Très très compliqué. C'est pour ça que je reviens aux effets qui sont pas supposés, qui sont forts, où là on a des marges de progrès très importantes, malheureusement qui sont toujours pas prises, toujours en termes de prévention. Donc c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parfois. Pour répondre à votre question, vous tapez INSERM, rapport de l'INSERM pesticides, vous le trouvez très facilement. Oui. On le trouve sur le site de l'INSERM. Voilà. Merci beaucoup. Il y en a Frédéric, 2013 à 2021. Oui, il y a beaucoup de questions qui retournent sur l'alimentation. Oui, il nous reste 5-6 minutes avant la fin de ce webinaire. Alors, je sais pas parce que j'ai dû m'absenter, enfin, j'ai été coupée tout à l'heure pas très longtemps, mais quand même, j'ai vu beaucoup de questions sur le Nutri-Score. Oui, ça y est, c'est posé. Qu'est-ce qu'on dit du Nutri-Score aujourd'hui? Ça a été posé. Ah bon, ça a été vu, d'accord. Ça a été évoqué. Non, ces dernières minutes. Et alors, le bio, j'ai vu beaucoup qui disent, le bio, oui, mais c'est très cher. Mais vous savez, quand on mange bio, on mange pas de la même façon. Donc, ça revient pas aussi cher que ça. Et on mange pas du tout pareil. On modifie en même temps. C'est pas le régime. Sur la méthodologie du bio, peut-être, Mélissa? C'est-à-dire la méthodologie du bio. Comment manger bio, mais pas forcément onéreux. En fait, il y a tout un tas, ce que disait Véronique, en termes de protéines végétales qui sont pas excessives, comme les lentilles, On peut avoir une alimentation saine, biologique, mais pas très chère. Je pense notamment quand on apporte des légumineuses, des lentilles, des pois chiches. Ça, ce sont des aliments qui sont assez sains, qui sont riches en protéines végétales, qui sont riches en fibres, en vitamine B, en magnésium. Voilà, ça n'a pas un coût excessif. En termes de protéines animales, on peut se diriger vers des sardines qui n'ont pas besoin d'être bio d'ailleurs, parce que ce sont des petits poissons, donc ils ne sont pas pollués, il n'y a pas de sardines bio. Ça, c'est intéressant, des maquereaux.
Alors c'est vrai que les fruits et légumes peuvent avoir un coût supérieur, mais je pense qu'on trouve de plus en plus de marchés aujourd'hui, et même dans les grandes surfaces, avec le label bio, où les prix diminuent de plus en plus, malgré tout. Alors, peut-être. Et quoi de plus important que de préserver sa santé? Donc après, c'est aussi un choix de budget. Est-ce qu'on met plus de budget dans une alimentation bio que dans des smartphones, voilà, des téléphones qui sont peut-être hors de prix? Attention le micro, Véronique. Désolé. Peut-être sur ces dernières minutes, donner peut-être les solutions que vous pourriez évoquer. Véronique nous parlait tout à l'heure de médecine intégrative. Valérie, vous avez peut-être des pistes pour les pathologies respiratoires. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux différentes associations qui nous écoutent là ce soir et en replay, évidemment, parce qu'il y aura des replays. Quels sont les premiers conseils qu'on peut donner? On dit d'aérer, certes, notre intérieur, mais peut-être les grandes lignes, des solutions, des pistes qu'on pourrait évoquer. Non, mais c'est une question de bon sens, je dirais, et c'est pas que pour la santé respiratoire. En fait, c'est les premières choses, c'est des choses qu'on maîtrise. Hein. Donc, effectivement, alcool, tabac, activité physique. Voilà, et puis donc il me semble, et puis nutrition bien sûr, mais voilà, il me semble que déjà en jouant sur ces facteurs-là, on a déjà une bonne approche. Et ensuite, effectivement, il y a quand même des expositions au domicile dont qu'on peut facilement éviter. On parlait des bougies par exemple, voilà, et le plus simplement, je dirais en fait aussi au niveau des cosmétiques, hein, il y a beaucoup de polluants qui passent à travers aussi les cosmétiques. Les cosmétiques les plus simples entre guillemets peuvent très bien marcher aussi, voilà. Donc je dirais c'est plutôt du bon sens, essayer d'être avec effectivement revenir aux choses peut-être les plus simples. En termes d'alimentation, Véronique. Pardon. Oh ben, vas-y, Oui. Mélissa. Oui. Pardon. Alors un petit mot, Mélissa. Oui, juste deux choses. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de regarder la liste des ingrédients. Et en fait, moins il y a d'ingrédients et moins le produit est transformé. Ça, c'est déjà quelque chose de simple à faire. Véronique, oui, par exemple, il n'y a pas de nutrition intégrative. Vous évoquez la médecine intégrative, bon, ça porte bien son nom comme vous l'évoquiez. Donc ça regroupe peut-être beaucoup d'approches. Quelles sont les recommandations que vous donnez Les grands principes de la médecine intégrative, c'est de revenir en fait à un mode de vie sain. Donc, on a dit déjà ensemble tout ce qu'on avait à dire. Peut-être que je rajouterai deux choses qu'on n'a pas signalées. C'est le lien avec la nature. On sait que la nature, ça fait beaucoup de bien à tout le monde et que c'est une exposition où il peut y avoir effectivement des pollens, mais globalement, on a quand même plutôt une exposition favorable quand on va dans la nature. Et puis après, il y a le lien social. C'est une exposition sociale et on va dire en termes de rapport humain qui est très importante. Donc, privilégions les liens sociaux, privilégions les liens communautaires et faisons en sorte que tout ça nous aide à avoir une espérance de vie qui est bonne, parce que vous savez que dans les deux endroits où il y a l'espérance de vie la plus longue, que ce soit l'île d'Okinawa ou que ce soit la région méditerranéenne, outre l'alimentation, le mode de vie et la sociabilité font intégralement partie de la bonne évolution en santé. Donc je pense que voilà, il faut rester sur des images positives. Échangeons au niveau social et ayons une bonne alimentation et bougeons un peu. Sans sous-estimer le stress qui potentialise tout ça, qui potentialise et qui réduit nos capacités de défense immunitaire grandement, et ça fait partie de la médecine aussi intégrative, que de prendre en charge le stress qui fait le lit Absolument. de la toxicité des dans les pratiques psychocorporelles, tout à fait. Exactement, on est d'accord. Je vois sur le forum qu'il y a beaucoup de frustration, notamment sur des aspects plus physiques de l'exposome et tout, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est une grande supervision de l'ensemble de ce que contient l'exposome, et ensuite on fera dans le courant de l'année prochaine des webinaires qui seront plus spécialisés, peut-être sur la nutrition, d'autres sur le respiratoire, ou d'autres sur effectivement les sources physiques de pollution. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous donner, c'est une idée beaucoup plus générale. On a simplement ouvert des pistes, et encore pas toutes, hein, parce que les particules inorganiques, par exemple, Valérie, sont aussi importantes. Elles sont assez invisibles, on en parle peu. Il y a énormément de pistes à explorer. On le fera dans l'année, mais toutes vos questions vont être retravaillées et réétudiées pour justement s'orienter vers des webinaires, des séances entre nous d'échange qui pourraient mieux répondre à vos questionnements. Donc, je rappelle aussi l'importance
du microbiote, hein, bien entendu. Oui. On va terminer tout ça. Vous remercie infiniment. Et je crois que tu as quelques mots à dire, Frédéric. Non, juste Claude, est-ce que le bruit est considéré comme un toxique? Tout à fait. Ah oui, ah oui, bien sûr. C'est même un des toxiques principaux, parce qu'il paraît que c'est vraiment un de ceux qui sont pointés du doigt aujourd'hui, notamment pour l'hypertension et les accidents vasculaires. Et donc, très important le bruit. Donc, faire attention à vos micros et aux notifications de vos ordinateurs pour les prochains webinaires pour ne pas avoir cette toxicité, cette pollution auditive. Alors, juste pour finir, merci à vous tous et je laisserai la parole à Claude évidemment, mais alors, il y aura un replay évidemment. On rappelle avant de vous quitter sur le site de France Association Santé dès demain matin. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde et à très bientôt pour approfondir tous ces sujets. Merci à nos experts d'avoir pu se libérer et à très vite aussi. Et on a bien retenu effectivement que ce rapport sur les polluants atmosphériques, chimiques est disponible et on peut le trouver facilement. Voilà. Merci. On rappelle encore une fois que c'était brosser un tableau sur les exposomes et effectivement chaque thématique risque d'être reprise avec des experts particulier sur les thématiques. Donc voilà, on n'a pas fini de faire des webinaires sur ce sujet parce que c'est passionnant. Merci à toutes et à tous. Merci de vos interventions et merci à tous ceux qui ont animé le chat aussi. On prendra en compte toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous et au calme. Merci. Au revoir. Au revoir. Véronique, vous voulez dire quelque chose? Ah, pardon. Non, je disais au revoir. Merci Jean-Pierre. Merci Valérie. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci infiniment.